toutes et tous. On vous accueille pour le podcast d'Inwin, Digital Expert, en séminaire à Vannes pendant 2 jours. Je suis ravi d'avoir des experts aujourd'hui avec moi qui vont nourrir un thème sur les sites internet et en particulier sur l'évolution des sites internet dans un contexte d'hyper-personnalisation et d'émergence de l'IA. Donc j'ai autour de moi Sylvain, Thierry et Olivier, et pour démarrer ce podcast, je vais leur passer la parole pour que déjà ils me disent qui ils sont. Et on va démarrer par Sylvain qui vient j'ai cru comprendre, de L'Anjou. Allez Sylvain, je te passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Sylvain Leblois, Société NetConcept. Je suis directeur de l'agence et on intervient aux côtés des InWinners pour leur fournir des solutions de sites internet pour leurs clients. Super, merci. Et on va traverser la France pour aller au soleil. Et pourtant, je ne sais pas si tu as vu Thierry, mais il fait un grand soleil aujourd'hui dans le Morbihan. Donc même toi qui es de Montpellier, tu peux en témoigner, je pense. Je ne suis pas venu avec rien dans mes valises. C'est toi qui as ramené le soleil. Ouais, j'avais un doute aussi. Faut pas l'oublier. Ouais. Oui, donc Thierry, moi je suis architecte InWinner à Montpellier dans l'Hérault. Voilà. Ok. J'accompagne les entreprises dans le développement de leur croissance grâce au digital. Ok, parfait, merci. Et on continue, alors après avoir, je ne sais pas si on prend l'avion entre Angers et Montpellier, mais on ne doit pas être loin de passer au-dessus de Clermont-Ferrand, qui était un hub à l'époque, un hub aérien. Ça a changé depuis, mais je passe la parole à Olivier. Oui, tout à fait. Clermont avait été un hub aérien. Donc Olivier Lévin, j'ai créé l'agence InWin Clermont-Auvergne il y a maintenant 6 ans. Et comme mon collègue de Montpellier, j'accompagne les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans leur transformation digitale et notamment à avoir le meilleur site internet possible. Ok, et c'est le sujet du jour. Alors, on va lancer les premières questions pour la trentaine de minutes de notre échange. Alors, beaucoup de changements, de bouleversements, l'IA, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde du digital au sens large. Alors, est-ce que c'est encore important, Olivier, toi, qu'est-ce que tu en penses d'avoir encore un site internet aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Alors, je pense qu'il y a des gens qui essayent de nous faire croire que ça n'est plus important d'avoir un site internet, un profil sur un réseau social peut le remplacer. Je dirais pas du tout. C'est encore plus important que ça ne l'était avant d'avoir un site internet. Déjà pour une raison, c'est que si on n'en a pas un, il y a des grandes chances que quelqu'un d'autre va prendre la place. Ça peut être une plateforme, une marketplace qui va ouvrir qui aura, une page au nom de l'entreprise. Ça peut être des sites institutionnels. Donc, encore plus qu'avant, il est nécessaire d'occuper le terrain et d'avoir un site internet. Donc, vous de votre côté, est-ce que donc toi qui es le professionnel du site internet, qui réalise des dizaines de sites, j'imagine, alors est-ce que c'est important d'avoir encore un site internet? Effectivement, ça reste aujourd'hui hyper important. Ce que l'on constate aujourd'hui dans effectivement les recherches des internautes, aujourd'hui, effectivement, auparavant, ils recherchaient principalement par Google. On voit émerger de nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle qui, effectivement, utilisent les moteurs de recherche de l'agence artificielle pour pouvoir trouver un résultat et obtenir des réponses pertinentes. Donc, en fait, le site Internet, quelque part, reste toujours un point d'entrée, quel que soit l'outil utilisé par l'internaute pour poser sa question ou pour trouver une réponse à sa question. Et en fait, le site internet de la marque ou de nos clients va servir bien sûr à alimenter les résultats Google et aussi à alimenter les résultats de la recherche sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT, sur Perplexity ou d'autres outils. Donc effectivement, pour nous, ça reste un point d'entrée essentiel pour que l'internaute puisse trouver la réponse à un besoin, à ses questions, à travers ce dispositif. Donc c'est un peu une pierre angulaire, on va dire, de la communication digitale. Exactement. C'est le cas aussi pour les entreprises de Montpellier que tu accompagnes. Est-ce que les entreprises ont conscience de ça, de l'importance du site internet? Ah oui, moi c'est ce que je défends. Pour moi, le site internet, ça reste vraiment le cœur de la relation digitale pour les entreprises. C'est vraiment quelque chose qui permet de les ancrer sur internet. Et c'est vraiment leur référence, quoi. Donc, comme le dit Sylvain, avant, on cherchait une entreprise, on la googlisait. Aujourd'hui, on va peut-être demander à une intelligence artificielle de le faire, mais l'intelligence artificielle, elle se nourrit aussi d'Internet. Donc, si on n'est pas sur Internet, on ne sera pas dans l'intelligence artificielle non plus, quoi. Bien sûr, hein, l'IA, Voilà. c'est par définition Internet. Et voilà, donc indispensable. Faut pas l'oublier, ouais. Diète. Alors, on parle en matière de relations clients, du parcours client.
On a bien compris que la pierre angulaire, c'était quand même le site, mais où il se situe, et là je m'adresse à toi, Sylvain, où il se situe justement ce site internet sur le parcours client? Donc pour moi, il se situe en second, en fait. C'est-à-dire que l'internaute va pouvoir effectuer une recherche. Le premier point de contact va être de poser la question à Google ou à d'autres outils. Et donc effectivement, ces outils vont permettre d'accéder ensuite au site de la marque en tant que tel pour être un point de contact avec les produits et les services qu'elle propose à ses clients. Donc pour moi, c'est un maillon encore une fois essentiel. C'est lui qui va permettre de donner envie à l'internaute de prendre contact. Ça peut être par mail, ça peut être par le biais du formulaire de contact, ça peut être par le biais de l'achat de produits ou de services directement en ligne. Mais en tout cas, ça reste, à mon sens, le deuxième point d'accès en fait, à l'information. Vous partagez ? Moi, je dirais que oui, même le site internet, ça peut être déjà le premier point d'entrée dans la relation client. Et après, en fonction du type de site qu'on aura, si c'est un site vitrine par exemple, on va peut-être quitter l'internet pour rentrer en relation directe avec l'entreprise et faire du business ou des échanges en physique. Si on est sur un site marchand, le site internet, en fait, il va accompagner le client tout au long du parcours jusqu'à la transaction, jusqu'à l'achat du produit, en ligne. Ouais. Ouais. Selon le type de vente, B2B, B2C, ça veut dire, si je comprends bien, le site internet va se situer soit au démarrage, soit en étape 1, soit étape 2, soit selon la manière dont va se faire la relation commerciale, quoi. Moi je dirais, peu importe qu'on soit en B2B ou en B2C. Après c'est peut-être effectivement dans les processus d'achat, mais quand on fait si on a un site marchand qui soit B2C ou B2B, il sera en permanence dans le parcours client. Dans le parcours client, il reste dans le parcours client. Olivier ? J'aimerais citer un exemple. J'ai un de mes clients qui est dans les arts de la table et qui font des produits assez premium et qui ont eu la chance un jour d'avoir une participation dans une émission de télé. Une émission de télé a fait un petit reportage de 5 minutes sur eux. Et en fait, la recherche sur la marque pendant l'émission de télé, elle a été multipliée par 500. Tu vois, et donc le site a tenu le choc et ils ont eu une énorme visibilité. Enfin, quand je dis 500, c'est peut-être même encore plus que ça. Ouais. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de gens cherchent par mots-clés, mais pas que. On peut trouver aussi des gens qui tapent le nom d'une marque et qui s'attendent à trouver quelque chose qui peut être la page Instagram, qui peut être tout un tas de choses, mais un site internet qui va décrire la marque, présenter son histoire, son savoir-faire et ses produits. La vitrine aussi, cette vitrine donc, qui a été évoquée aussi pour montrer l'ADN de l'entreprise, quoi. Alors, comment, avec ces sites internet, mais de manière générale, comment s'adapter au mieux aux attentes des internautes? On parle parfois d'expérience client, du X utilisateur, des choses comme ça. Alors, on m'a parlé de l'A/B testing que je connais assez mal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'A/B testing, l'A/B Sylvain? testing, c'est effectivement une technique qui permet d'exposer, par exemple, 2 versions de pages différentes à différents internautes et de mesurer justement quelle est la meilleure formule pour présenter une information et concrétiser un contact à travers justement cette fameuse page qui a été produite. Donc c'est un moyen d'échantillonner les internautes et de choisir la meilleure mise en page et la meilleure UX possible pour inciter à la transformation et pour transformer l'internaute en prospect. Après, il y a l'A/B testing, c'est une technique. Encore une fois, dans notre rôle de conseil, que ce soit moi ou alors les InWinners, notre rôle aussi, c'est de faire prendre conscience et de bien reposer les fondamentaux de la connaissance client, en fait. Donc, à chaque fois que l'on intervient pour une entreprise, une des premières questions, on leur demande quels sont vos clients, est-ce que vous les connaissez, quels sont les ressorts, quels sont leurs moteurs, pourquoi ils vous contactent, pourquoi ils vous choisissent. Et donc, à mon sens, cette connaissance client doit vraiment bien être capitalisée déjà dans les entreprises pour lesquelles nous intervenons, et ça fait partie des principes de base. L'A/B testing n'est qu'une technique effectivement qui permet ensuite d'effectuer des choix dans l'ergonomie du dispositif. Si je comprends bien, avant d'aller à l'A/B testing et de construire, c'est que le client se connaisse bien déjà, et connaisse bien son client au final, on va dire, son client, tout à fait. Quel que soit le schéma, comme
C'était précisé par Thierry, que ce soit du B2B ou B2C, évidemment, ça ne change pas fondamentalement sur la construction d'un site. Quoi, hein. Non. Bien connaître ses clients reste indispensable de toute façon pour bien les adresser, tout simplement. Ok. Comment vous faites, vous, les in-winners, alors sur le terrain, sur vos territoires, avec vos entreprises, pour justement pouvoir aller chercher de l'information utile à la construction d'un site? Comment vous les emmenez à produire la matière qui va servir après à NetConcept pour construire un site qui tienne la route? Il y a plusieurs solutions, mais si on devait la résumer en deux, il y a les entreprises qui sont capables de produire du contenu, soit elles-mêmes, soit via un responsable communication, qui ont une banque d'images, qui ont déjà des brochures assez détaillées qu'on peut reprendre et retravailler. Et puis il y a des entreprises qui n'ont pas le temps de le faire, ou qui n'ont pas envie, ou qui n'ont tout simplement pas la capacité de le faire. Et là, ça fait partie de notre travail que de proposer une prestation, souvent avant la construction du site, de production de contenu. Ça peut être refaire un logo, moderniser un logo, ça peut être une vidéo assez courte de démonstration, de belles photos, surtout pour ceux qui sont dans des domaines où l'esthétique est importante, et puis des textes qui sont, si possible, plus optimisés. Donc il y a un minimum de travail de référencement naturel avant d'aller produire les textes, les associer à l'arborescence qu'on aura identifiée pour le site. Ça dépend aussi du contexte concurrentiel. On a parfois des PME qui font quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, mais qui sont en concurrence avec des grands groupes. Et donc, on ne peut pas négliger la qualité du site, puisqu'il sera dans un environnement concurrentiel qui sera assez vif. Et l'internaute peut, au final, ne pas voir la différence entre le site d'un grand groupe et celui d'une PME, si on a bien travaillé au départ. Ok. Et comment, sur Montpellier, alors, en ce qui te concerne, Thierry, comment tu arrives à sensibiliser tes clients justement à aller chercher de la donnée, hein? Tu parlais tout de suite, Olivier parlait de vidéos, de fiches techniques, j'imagine, enfin tout ce qu'on peut aller chercher comme information dans les entreprises. Comment les entreprises arrivent à comprendre justement l'utilité et puis à trouver la matière, quoi, pour les sites? Alors, des fois, c'est pas forcément toujours très facile, effectivement, de récupérer cette matière. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que le site internet, ça reste quand même un outil marketing à la base, quoi. Donc, il faut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le faire, à qui on s'adresse, effectivement, bien connaître ses clients, c'est qui sont mes clients cibles, et du coup, ça permettra de savoir comment je vais pouvoir les traiter. Et il ne faut pas voir le site comme avec la vision technique du client, mais plutôt de notre client éditeur du site, mais plutôt se tourner vers l'utilisateur, l'internaute qui recherche un produit, une information ou autre, c'est savoir comment lui il va la chercher, et pour permettre justement de la trouver sur Internet. Et donc des fois c'est une réflexion à avoir, et de ne pas avoir forcément des sites qui soient auto-centrés sur soi, mais plutôt se tourner vers le client, quoi. Voilà. Engager le client aussi à réfléchir certainement aussi à son modèle. Et puis on parle d'intelligence artificielle, c'est un peu une chance aussi aujourd'hui, parce que ça permet aussi l'intelligence artificielle, elle nous offre quand même à nous et aux clients les facilités pour amener justement à quelle est la vision aujourd'hui de notre société sur Internet, et comment est-ce qu'on peut enrichir les pages de son site pour faire en sorte qu'il soit le plus attrayant possible. Voilà, attrayant. Alors justement, quand on parle de site attrayant, c'est quoi est-ce qu'on peut généraliser, hein, c'est la question suivante, j'en suis pas sûr, mais c'est quoi les caractéristiques d'un bon site? Évidemment, il y a les réseaux sociaux, des interfaces à établir, des partenaires, on peut intégrer un bout de market automation, enfin voilà, c'est toi le spécialiste, Sylvain, c'est quoi un bon site internet? On en revient aux fondamentaux du commerce, en fait. Okay. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Comment mon site internet répond à la demande de mes clients. On peut avoir des sites internet qui, en termes d'image, soient peut-être moins beaux que certains, mais si par contre, la beauté reste toujours subjective, mais si par contre il répond effectivement à une demande des internautes, à une demande d'une certaine clientèle, et que derrière, effectivement, on a des taux de transformation relativement importants sur des formulaires de contact ou sur de la commande, on peut se dire qu'on a atteint les objectifs et qu'on a un site internet performant. Donc l'avantage, c'est qu'il soit beau, efficace, bien référencé, pour les bonnes raisons, mais on ne peut pas généraliser. Dans toutes les entreprises sur lesquelles nous intervenons, effectivement, les niveaux de maturité sont
complètement différents, suivant la taille de l'entreprise, suivant leur expérience du digital. Et à nous de nous adapter, de reprendre les dispositifs et de faire en sorte de les améliorer, de les pousser dans leur retranchement. La plus belle réussite, c'est de faire un site internet qui va réussir à saturer le service commercial de notre client, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous et sur lequel nous restons focalisés tout au long des missions que nous réalisons. Et techniquement, est-ce qu'il y a des choses qui marchent bien aujourd'hui, qui n'étaient pas vraies il y a 1 an, 2 ans, enfin maintenant ça va très vite, mais est-ce qu'il y a des choses clés quand même, sans parler de, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'aller au pourquoi du client, voilà, et son marché, aller sur son marché évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses techniques un peu qui se voient ou que tu pourrais partager ? La rapidité reste un critère quand même non négligeable dans la réussite d'un dispositif, que ce soit pour le confort du client, de l'internaute qui va aller sur le site internet, mais aussi effectivement pour tout ce qui est référencement. On sait qu'effectivement la rapidité est un critère hyper important pour Google, puisqu'il va effectivement classifier ces sites en partie grâce à la rapidité de réponse du site web. Donc effectivement, la rapidité reste un critère indispensable. Ensuite, effectivement, la beauté graphique va influencer l'internaute en tant que tel sur potentiellement le choix de tel ou tel produit, la présentation des produits, tu en as parlé Olivier tout à l'heure, avoir de belles photos et quand on présente des produits de ce type-là reste indispensable. Ensuite, effectivement, lié à la rapidité, on a beaucoup parlé ces dernières années d'éco-conception. Donc, effectivement, ça faisait partie des thématiques qui étaient en vogue auprès de certains de nos clients. Ça rejoint en fait un triptyque, tout simplement, pour qu'un site soit rapide. Il faut que les images soient légères. Donc, effectivement, il faut optimiser un maximum le dispositif pour qu'il soit le moins lourd et le moins énergivore possible, tout simplement. Je suis 100% d'accord avec Sylvain. L'esthétique, la rapidité, le fait qu'il soit éco-conçu. Je rajouterais peut-être quelque chose. On a la particularité, les agences InWin, d'intervenir à la fois sur des prestations web, donc de création, de gestion de site, et aussi sur des prestations web marketing, de référencement. Et moi, souvent, le conseil que je donne à un entrepreneur, c'est avant de se lancer dans la création d'un site ou la refonte d'un site, posez-vous vraiment la question sur l'arborescence, le menu. Comment on va, c'est facile de faire un site, accueil, contact, nos réalisations, nos services, nos produits. Mais parfois, il faut être un peu original et se poser la question vraiment sur créer un menu et une arborescence qui correspond à ce que les internautes vont chercher, qui correspond aux divisions de l'entreprise, aux différents services. Et c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Bien préparer son arborescence avant de se lancer. La structure, voilà. Le menu avant de se lancer dans la création du site. Ok. Ton idée, toi, Thierry, sur ça, sur ce qui marche bien, on va dire, sur les sites ou sur moi, ce qui est important. Un bon site, c'est un site qui fait vendre. Donc après, je dirais peu importe est-ce qu'il y a de la technologie derrière qui intervient, oui, à certains niveaux, mais l'important, c'est vraiment que le site il soit intégré dans l'ADN de l'entreprise, dans son identité. Si on a un logo vert, on ne va pas faire un site rouge. Donc il faut rester cohérent. Et puis, il faut surtout donner... donc, le parcours client, c'est hyper important, quoi. Il faut faciliter l'accès à la bonne information et le plus vite possible. Donc, comme on le dit, moins l'internaute aura besoin de cliquer, plus ça sera facile. Que ce soit dans un parcours d'achat sur un site marchand ou que ce soit sur un site vitrine pour bien identifier, par exemple, les activités ou les spécificités de l'entreprise. Voilà. Avec un élément sur la fluidité, rapidité. Important, ouais. Rapidité, nombre de clics le plus petit possible. Bon, en France, on dit 15% des personnes sont en situation de handicap. Comment on peut en tenir compte aujourd'hui quand on construit son site internet ? Donc ça fait partie des règles de base que l'on doit maintenant se fixer. Alors ça fait un petit moment que l'accessibilité est obligatoire, notamment pour les sites institutionnels, les sites du service public. La France a eu un léger retard puisque cette première loi, je crois, date de 2008. Donc effectivement, normalement, aujourd'hui, l'ensemble des sites internet des services publics devraient être accessibles. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui,
ils sont rendus quand même à un taux relativement important. J'ai de mémoire un chiffre à vérifier, mais il me semble que c'est 75%. Donc c'est quand même effectivement un bon taux. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette réglementation va s'appliquer à l'ensemble des entreprises de plus de 10 salariés ou réalisant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour juin 2025. Tout site internet qui sortira effectivement ensuite à partir de cette date se devra de mentionner l'accessibilité. Alors ça ne veut pas dire qu'un site internet se devra d'être accessible à 100%, mais on devra mentionner le niveau d'accessibilité du dispositif et faire en sorte que les personnes qui ont des difficultés à naviguer puissent saisir un formulaire facilement pour le notifier à l'entreprise en tant que telle. Donc ça fait partie du dispositif de médiation et de mise en place. Donc l'objectif, c'est qu'effectivement, qu'à terme, l'ensemble des entreprises bénéficient de sites entièrement accessibles, pouvoir naviguer au clavier, avoir des contrastes suffisants pour pouvoir lire facilement l'information. Mais quand on parle de handicap, c'est tout type de handicap et tout ce qui va toucher, donc effectivement les contrastes de couleurs. Ça peut être la faculté aussi, grâce à une aide vocale intégrée dans le dispositif de l'internaute qui dispose de cette difficulté d'avoir une lecture vocale du site internet la plus fluide possible tout au long de sa navigation. Bref, il y a vraiment beaucoup de critères à respecter aujourd'hui. Donc il y en a 106 qui ont été dictés et qui se doivent d'être audités lors de la livraison du site internet, alors, soit par un organisme tiers, soit par le concepteur en tant que tel, mais en tout cas, cette page accessibilité sera obligatoire. C'est important aussi donc de s'entourer de partenaires quand on fait son site internet. Exactement. Donc 106 critères, c'est pas rien. C'est pas rien à respecter. Faut savoir que ça concerne bien sûr la page d'accueil du site internet, mais tout modèle de page issu du site. Tout le site, quoi. Voilà, exactement. Alors tout dépend des sites internet, mais un site vitrine d'une entreprise, c'est à peu près 5 à 6 modèles de page. Mais on a des institutionnels qui ont des trentaines, des vingtaines de modèles de pages, donc il faut auditer systématiquement. Donc effectivement, ça représente un travail et du temps, surtout du temps nécessaire pour pouvoir auditer et faire en sorte d'être en conformité avec la loi, tout simplement. Ok. On a parlé handicap, réglementation liée au handicap pour les sites internet. Quid du RGPD, qui est quand même aussi une réglementation bien costaud, quoi. Une réglementation extrêmement costaud. Ouais. Donc, la plupart, en tout cas, les sites internet que nous suivons respectent cette réglementation, mais le RGPD, ça n'est pas que le site internet, ça concerne aussi tous les process internes de l'entreprise. Oui. Et là, je ne suis pas sûr que 100% des entreprises aient bien cartographié justement l'ensemble de leurs data pour la mise en place. Donc, encore une fois, ce sont des sujets de fond, il y a des dates coup près qui sont indiquées, mais l'important, c'est qu'effectivement, tout le monde se mette en mouvement pour justement mettre en place au fur et à mesure l'ensemble de ces bonnes pratiques et de ces procédures en tant que telles. Donc les InWinners sont là justement pour les accompagner aussi dans ce cadre-là. Oui. Et, alors justement, j'ai une question à leur poser sur ce que tu viens de dire. Est-ce que vos clients, donc vous avez l'appui de la franchise, des partenaires de la franchise comme NetConcept, mais est-ce que qu'est-ce qu'en pensent vos clients, quoi ? La réglementation, le RGPD, l'accessibilité handicap sur des outils digitaux comme un site internet. Il y en a qui y sont sensibles, d'autres moins. Donc après, c'est à nous aussi d'être vigilants pour essayer. On est des professionnels, donc on doit aussi faire en sorte que leur site respecte la réglementation. Donc sur la partie RGPD, c'est vrai qu'on l'a intégré maintenant depuis des années, en tout cas depuis que la réglementation est sortie et applicable en France, à travers un certain nombre quand même de dispositifs de base. Mais comme l'a dit Sylvain, c'est pas uniquement le site internet qui est RGPD, c'est effectivement c'est les process de l'entreprise qu'il faut prendre en considération. Et sinon, vous avez pu remarquer la technicité de Sylvain sur l'aspect de l'accessibilité. Et d'ailleurs, il avait animé un webinaire sur le sujet. Sur le sujet, parce que InWin, ça fait partie aussi de l'information qu'on cherche à diffuser. Donc, je crois que le replay doit être disponible sur notre chaîne. Je vous encourage à aller le regarder pour compléter l'information. Olivier, ton sentiment ? Moi, mon sentiment, c'est qu'une des différences entre une agence InWin et une agence web classique,
c'est peut-être cette capacité à simplifier le digital. Alors, je ne veux pas utiliser le mot vulgariser, mais c'est quand même un peu ça quand même. Et on a un devoir d'information auprès de nos clients, et ça fait partie de ce qu'une agence InWin va peut-être faire un peu mieux, un peu plus axé sur le moyen, sur le long terme, et dire aux clients pourquoi on doit mettre ça en place, quelles sont les conséquences s'il ne le fait pas, quand est-ce qu'il peut le faire, c'est pas forcément toute urgence, mais c'est un vrai travail de confiance entre le dirigeant d'agence et l'annonceur sur planifier les choses pour qu'elles soient faites en respect de la loi, en respect de ce que demandent les clients et en bonne compréhension de qu'est-ce qu'on fait. Alors, comme on dit, pas très loin du bout, on revient au thème aussi sur l'émergence de l'IA. En quoi l'IA va aider à la construction d'un site internet ? Alors sur le contenu, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, l'optimisation, l'alimentation de la réflexion aussi dans la démarche d'un winner et de son client. Ça, c'est sûr que poser une question sur un business plan ou une activité en tant que telle, l'IA peut vous fournir un certain nombre d'idées. Comment elle va nous aider ? Elle fera jamais de graphisme en fait. Okay. On a essayé, il y a différents outils effectivement qui permettent de générer de l'image, de générer un certain nombre de choses graphiques sur les dispositifs. De l'image d'illustration, ça peut fonctionner. Ça fonctionne très bien. Ça peut aider à compléter un certain nombre d'illustrations lorsque l'entreprise n'a pas une banque d'images professionnelle réalisée. Néanmoins, on le détecte quand même relativement facilement aujourd'hui. Donc ça ne fait jamais authentique. Ça n'est jamais aussi qualitatif qu'une prise de vue réalisée par un photographe. Néanmoins, aujourd'hui, sur tout ce qui est réflexion vis-à-vis de l'approche d'un marché, on parlait d'arborescence tout à l'heure, elle peut nous aider à compléter et à alimenter notre réflexion. Elle ne réfléchira jamais à la place d'un dirigeant d'entreprise ou d'un architecte tel que les InWinners ou tel que moi. Donc en fait, elle alimente notre réflexion. Elle est là pour compléter, gagner du temps, effectivement, sur ces aspects. Donc ça déjà c'est quand même une grosse avancée, à ce niveau-là et un outil facilitateur de réflexion. Et vous sur le terrain, alors l'IA, les sites internet, juste pour conclure je crois que le mot qu'a utilisé Sylvain est le bon, c'est gagner du temps. Mais quand on dit gagner du temps, il ne faut surtout pas tomber dans le fantasme que si on produisait un texte de 800 mots en 30 minutes, on va le faire en 3 secondes. C'est gagner du temps, oui, mais avec quand même le temps de la réflexion, le temps de l'analyse et la capacité à produire, que ce soit du graphisme, des photos, du contenu. On ne pourra pas le faire. On pourra pas faire en 3 secondes ce qu'on faisait en 30 minutes. Bien sûr, donc il faut sortir de ce fantasme-là. Ok. Thierry, tu as un mot à rajouter ? Oui, c'est une nouvelle évolution dans le digital. Donc si on se replonge 30 ans en arrière, les sites, il fallait savoir coder, c'était de la ligne de code, c'était pas très joli. Après, ça a évolué. N'importe qui aujourd'hui est capable depuis les années 2010 de faire son propre site. Il y avait déjà des outils qui commençaient sans parler forcément de nos codes, mais qui facilitaient les choses. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est un outil avec il y a des constructeurs de sites qui existent avec des IA ou des algorithmes intégrés qui proposent aujourd'hui, maintenant, effectivement, un peu en presse-bouton de faire un site. Bon, après, est-ce que ça sera la solution ou pas la bonne solution ? Ça peut être, encore une fois, effectivement, un outil qui va aider, qui va peut-être commencer à construire une structure de site, mais je pense qu'il faudra quand même, avant de l'éditer, que l'entreprise repasse dessus, parce que on n'est pas on n'est pas à zéro erreur. Bien sûr. Il y a toujours des petits réglages à faire et on remplacera, encore une fois, on ne remplacera jamais l'humain. Super. Merci, on est au bout de ce podcast. Moi, j'ai quelques points que j'ai pris à la volée de notre échange. Alors, j'ai été impressionné des 106 critères pour les personnes en situation de handicap, comme quoi il vaut mieux faire appel à des professionnels pour se conformer à la législation. J'ai noté que le site internet était quand même la pierre angulaire, mine de rien, quel que soit le moment où elle se situe dans le parcours client, elle apparaît à un moment ou à un autre, ce site-là apparaît à un moment ou à un autre, que dans les caractéristiques importantes que vous identifiez,
il fallait que ce soit fluide et rapide. Hein. Ça, c'était, voilà, on est dans le monde aussi de l'instantanéité probablement, et c'est donc indispensable. Et j'ai bien aimé aussi tout ce que vous avez m'a dit sur la nécessité pour avoir un bon site. La première chose, c'est de s'intéresser à celui qui le commande, et que celui qui le commande ait aussi un peu de matière à donner et une vision stratégique avec son site et du pourquoi, hein, toujours évidemment, à qui on s'adresse avec le site. Hein. Et une base que je rappelle souvent quand je travaille avec des entreprises, et ça me fait plaisir que vous l'ayez souligné là, avec parfois aussi la limite de l'IA là pour le coup, mais c'est la photo. Enfin, pour moi, le premier outil de la communication, c'est la photo. Et je dis toujours, même aux petits artisans du coin, j'ai longtemps travaillé avec eux, les artisans du bâtiment, et je dis, fais des belles photos de tes chantiers. Et voilà. Et ça, c'est la première base, c'est la photographie, hein, l'image. Des belles photos, quand vous faites j'imagine que vous avez vécu ça. Des belles photos pour un site internet, c'est. Alors, vaut mieux savoir pourquoi on fait le site déjà d'abord, hein, mais ce qui va alimenter un beau site internet, évidemment, c'est la photo. Et ce qui a été dit aussi par Olivier, je reviens aussi à ce que je retiens toujours aussi, c'est à la fois la structure qui est importante, mais aussi, pourquoi pas, avec une dose d'originalité. J'ai bien aimé ce qui a été dit. Alors, ça y est, j'ai fait mon analyse à moi. Je vous laisse pour le mot de la fin pour conclure le podcast. Si, au travers de ce que vous avez écouté de vos collègues, soit InWinner, soit partenaires, est-ce que si vous avez une dernière chose à dire pour conclure le podcast, que vous retenez, vous dites tiens, voilà ce que je retiens, voilà ce que demain quand je retourne chez moi à Montpellier, chez moi à Clermont-Ferrand, voilà, ça c'est un point effectivement, faut que j'y reste accroché. Alors qui veut démarrer ? Moi, je crois que si je devais retenir un mot de ce qui a été dit aujourd'hui, c'est le mot pierre angulaire. Ok. C'est-à-dire qu'une stratégie digitale, elle se construit avec beaucoup d'outils, avec beaucoup de choses, mais la pierre angulaire reste quand même le site internet de la marque ou de l'entreprise. Ok, super. Thierry. Oui, on parle de l'IA aussi. Donc l'IA, effectivement, c'est un outil. Ce qu'il faut garder, c'est un outil de plus qui va nous aider à gagner du temps. Je pense que ça, c'est aussi un sujet important. Je pense que là-dessus, il faut effectivement se préparer et apprivoiser les différentes IA qui peuvent exister actuellement et qui vont vite arriver sur le marché. Ouais, j'ai cru comprendre que chez InWin, vous faites aussi de la formation. Voilà, vous avez une école, donc évidemment, j'imagine que vous allez accompagner le mouvement aussi en faisant monter en compétences vous-même et vos clients, quoi. Absolument. On propose différents niveaux de formation avec de la sensibilisation, avec de l'accompagnement à la mise en œuvre et même de la mise en œuvre avec des partenaires qui sont vraiment spécialisés aussi dans le sujet. Ouais. Dans le sujet. Super. Allez, le mot de la fin aux spécialistes, hein, le dirigeant Sylvain de NetConcept. Connaissance client. Connaissance client, ouais. C'est vraiment un point essentiel, que ce soit pour les InWinners en tant que tels ou bien sûr pour nos clients. C'est bien cerner leur marché, bien connaître les appétences, avoir une stratégie d'ensemble et une vision claire de leurs objectifs à travers ce futur dispositif qui pourra être déployé. Ok, avoir une vision claire de sa stratégie, la première pierre, évidemment, pour réussir et avoir un site internet et tous les outils digitaux que vous pouvez proposer chez InWin et en ce qui concerne les sites, toujours avec NetConcept. Et je vous remercie tous vraiment de votre participation cet après-midi à ce podcast. On a mis 33 minutes, on est pile poil dans le timing. Hein. Je vous remercie de votre participation à tous. Ça boucle les podcasts d'InWin pour cet après-midi et je crois qu'il y a quelques festivités qui sont prévues ce soir. Donc on se dit rendez-vous aux festivités pour ceux qui auront le plaisir d'être là. Et je vous remercie vraiment tous les trois de votre participation active à ce podcast. Merci.